Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 3 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions du CAC 40, hein. On va faire aussi l'agenda de la semaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de chiffres cette semaine au niveau macroéconomique, et puis les actions qui sont à surveiller, et puis les matières premières, on le voit ici avec le pétrole. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par l'agenda de la semaine parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres. Alors notamment en Chine, on a eu les PMI. Il y a beaucoup de chiffres sur les PMI, hein. Ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du secteur économique du pays, que ce soit sur le manufacturier ou sur les services. Là, on va commencer sur les manufacturiers ces premiers jours. Donc au-dessus de 50, c'est en expansion, et en dessous, c'est en contraction. On a eu des chiffres plutôt intéressants en Chine, hein, parce qu'on était à 51,7 et qu'on avait 51,4 le mois précédent. Donc on voit que la Chine revient bien, hein. Les pays émergents, et notamment la Chine, confirment un petit redémarrage un peu mou, mais qui quand même se fait sentir. On a eu également en Espagne un petit rebond à 54. En France, en Allemagne, c'est moins bien, hein. On est autour de 46, 47. Italie, c'est pareil, 45. Et finalement, en Europe, on est autour de 47,3. Donc on voit que sur les manufacturiers, à part l'Espagne qui a bien rebondi, on est quand même plutôt en contraction au niveau de l'Europe. La Grande-Bretagne qui vient juste de passer les 50, hein, à 51,2. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est les États-Unis, hein, la plus grande puissance économique. Qui alors il y a eu surtout les chiffres sur l'ISM, hein, qui étaient attendus sur les approvisionnements plus que sur les PMI manufacturiers. Ils sont ressortis un peu négatifs à 48,7, donc on a quand même une contraction, hein, de l'économie et un petit ralentissement assez notable. Ça, c'était les chiffres d'aujourd'hui. On aura demain les chiffres sur l'emploi, notamment le rapport Jolts, hein, à suivre. Et puis mercredi, on aura les mêmes chiffres, mais sur les services, PMI services, donc pour voir un peu le secteur économique sur les services. Et là, on est quand même beaucoup plus haut, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc on verra si on peut se maintenir au-dessus des 50 ou pas. Et puis surtout, la grande annonce, hein, de la semaine, c'est jeudi 6. La décision de la BCE sur les taux directeurs. On sait qu'on est à 4,50. On va peut-être commencer enfin à baisser les taux, et donc de 0,25 et être à 4,25. Ce sera à 14h15 jeudi. Il y a de grandes chances qu'on baisse de 0,25, et donc que ce soit la BCE qui engage le cycle, hein, de baisse des taux progressifs plusieurs fois dans l'année. Alors on va pas le faire à chaque réunion, mais l'objectif, ce sera quand même une fois qu'on a entamé ce cycle de baisse des taux, c'est régulièrement quand même les baisser pour arriver à faire repartir justement cette économie, tout en essayant de garder quand même l'inflation assez basse. Et puis vendredi, hein, en 14h30 aux États-Unis, on a aussi des chiffres sur le chômage, les créations d'emplois non agricoles, et puis le salaire horaire moyen aussi qui est important, notamment pour la Fed, pour elle aussi baisser ses taux si elle voit que le marché de l'emploi et notamment les salaires commencent à baisser, ou au moins à ne plus augmenter comme ça a été le cas dernièrement, et pourra peut-être elle aussi prévoir une baisse des taux. Alors, on va regarder les matières premières. Les matières premières avec le pétrole. Alors, il y a eu des coupes de production de la part de l'OPEP. C'est les pays producteurs de pétrole. Donc, ça a baissé, plus un petit ralentissement, comme on le voit, hein, au niveau économique. Bah, finalement, on a cassé vers le bas, hein. Moi, j'avais plutôt anticipé peut-être un début de rebond ici avec cette journée du 28. Finalement, on va plutôt continuer, hein, la phase de baisse du prix du pétrole vers les 75 et peut-être les 70. On n'en est pas là, mais là on a déjà perdu plus de 3%, hein, aujourd'hui, euh, à 17h40. Donc on a quand même un gros signal négatif sur la croissance et sur le prix du pétrole. Et les pétrolières, on va le voir avec les actions du CAC aussi, un peu de mal. Donc pour le pétrole, le scénario vers lequel on se dirige, bah, c'est plutôt celui-là, hein, une baisse. Et puis on espéra peut-être rebondir ici, hein, sur les 73 ou sur les 70. Ou avant, si on a des nouvelles un peu plus fortes
que ce soit sur le bloc chinois ou États-Unis, si vraiment il faudra avoir des chiffres hein, très, très intéressants et très importants pour une relance de l'économie. Mais le pétrole là est plutôt en phase de baisse et de dégradation, hein, en cassant ici la zone des 80 dollars le Brent. C'est une zone assez pivot et assez importante sur le pétrole, je pense, qui va nous amener certainement plus bas maintenant. Au niveau des autres matières premières, il n'y a pas grand changement. On peut regarder rapidement l'or à plus 0,6, mais il est toujours en train de ne pas faire grand-chose. L'or, mais toujours haussier hein, à moyen long terme. On attend un nouveau rebond éventuel ces prochains jours, mais tant qu'on tient ici les 2280, il est toujours plutôt favorable sur l'or. Et puis moi je suis particulièrement le platine hein, qui est en phase ici de consolidation. On attend la deuxième vague sur le platine pour aller casser à nouveau les 1105. On voit hein, qu'en long terme, on a signifié ici depuis le mois d'avril un retournement plutôt moyen long terme haussier sur le platine. Allez, on regarde le CAC 40. Alors les indices, on va les faire peut-être rapidement le dos. Le dos qui perd 0,6-0,7 à la mi-séance, hein, donc il est là autour des 38 200. Il a un peu de mal, là on verra en fin de journée, mais les chiffres, hein, notamment sur les PMI, n'ont pas aidé les États-Unis. Le Nasdaq va un peu mieux, mais le Dow qui est toujours un peu dans cette phase de latéralisation après la grosse hausse. Pas vraiment de niveau marquant ces derniers jours. On s'attend aussi à le voir peut-être continuer hein, à aller par là avant de retrouver un niveau clé. Peut-être hein, la Fed qui baissera enfin ses taux, ça permettra peut-être au dos de repartir vers le haut, mais là c'est trop tôt. Certainement pas en juin pour la Fed, mais peut-être après hein, septembre ou avant. Un retour vers le haut sur le Nasdaq, on l'a dit, hein, c'est les gros qui font le Nasdaq. Toujours un marché plutôt fort. On regarde, alors pas aussi des niveaux très, très intéressants marquants. On regardera plutôt les 7 magnifiques. On va pas le faire aujourd'hui. Mais c'est surtout cela hein, qu'il faut voir sur le Nasdaq et le CAC. Le CAC 40 qui fait pas grand chose finalement, hein. On était plutôt bien en cours de journée et puis dans les derniers instants on a plutôt un peu tout perdu. Toujours cette phase de conso sous les 8100, hein, les 8100 qu'on a travaillé, qu'on a cassé, on est en phase de conso pour peut-être aller chercher le gap à 7820. C'est toujours le scénario hein, privilégié probablement ces prochains jours, une consolidation un peu molle et lente avant une reprise éventuelle. On surveillera les chiffres et peut-être la décision hein, de la BCE jeudi 14h15 qui pourrait, pas seulement avec la décision, mais avec le discours aussi et les perspectives, faire anticiper un peu du mieux ou du moins bien, hein, selon ce qui va être annoncé au marché. Donc a priori jeudi, ça pourrait nous donner quand même une belle indication sur la réaction du marché et le discours de Christine Lagarde après la décision des taux. Regardez au niveau de ce qui a marché Carrefour, il n'y a rien hein, sur Carrefour, on est toujours dans cette phase un peu de remise à niveau, de remise à la moyenne là entre les deux obliques, que ce soit la rouge ou la verte, dans cette ellipse. Donc on attend quelque chose de marquant, même si vendredi il y a eu beaucoup de volume sur un peu toutes les actions. Il n'y a rien sur Carrefour, donc il n'y a rien à dire. Téléperformance, c'est pareil, elle est toujours plutôt dans du rebond un peu technique, mais on le voit hein, alors elle a comblé le gap ici, ça c'est plutôt bien, mais elle est toujours en phase en phase baissière, hein, on le voit à long terme et à moyen terme également. Et puis sous les 117, 118, c'est la moyenne à 112. On est plutôt pas très optimiste pour le moment. Donc il faudra passer cette zone-là pour vraiment remettre les investisseurs plutôt favorables sur la valeur. Et puis Total Energy, on l'a vu hein, avec le pétrole en baisse qui a énormément chuté aujourd'hui. Bah forcément, beaucoup de pétrolières ont aussi un peu de mal. Et puis la baisse de production euh, sur le pétrole a pas aidé Total. On aurait pu espérer que au moins ça se maintienne, mais hop. Elle est toujours en consolidation. On est toujours dans cette optique-là.
Mais ça fait un moment qu'on consolide sur Total, hein, on le voit. Depuis ici, en gros, on a une première fin de hausse au 15 avril, et puis le plus haut véritablement le 26 avril. Et depuis, bah, ce qu'on attend, c'est qu'elle revienne un peu chercher, pourquoi pas le gap ou les 63. Mais on voit qu'au niveau indicateur, au niveau de la MACD, on est déjà arrivé sur la ligne des zéros, donc on peut espérer que le plus gros soit déjà fait. Et finalement, on n'a pas perdu beaucoup sur Total. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ce qui pourrait nous intéresser pour peut-être se remettre. Mais je pense qu'il faudra aussi attendre encore éventuellement un peu de dégradation peut-être, hein. Le comblage de gap sera vraiment intéressant à jouer sur Total pour se remettre sur les 63 et donc aller un peu taper la MACD un peu plus bas. Pour se remettre sur Total. Et la Société Générale, il y a eu une petite dégradation d'analyste, mais pour moi, ça reste encore sous-valorisé, hein, Société Générale. Et l'objectif, il est toujours le même, d'aller chercher ici les 31,6. Donc, je pense qu'à moyen terme, on y va tout droit, hein, sur la bancaire. Donc, même si on a raté une grande partie de la hausse, il reste encore environ... Hop, sur Société Générale, il reste près de 17%, hein, à aller chercher, ça reste plutôt intéressant. Le timing là, forcément pas idéal, mais pour du moyen terme, il y a quand même de belles chances d'y aller, je pense. Puis on va parler de quelques actions qu'on surveillait, notamment GameStop. Alors GameStop, il y a eu une nouvelle annonce, hein, de Keith qui a remis près de plusieurs millions, hein, sur les actions et plusieurs options aussi, plusieurs centaines de milliers d'options sur GameStop. Le titre a ouvert très haut, hein, à 40 $. Il a été largement vendu en séance, on le voit, à la mi-séance on est autour des 30 $, ce qui fait quand même une progression de près de 25 à 30%. Ce qu'on attend, c'est... alors déjà, les volumes, là, on le voit, la séance n'est pas terminée, on a déjà des volumes énormes. Bah, on joue toujours un peu la spéculation, hein, et puis les fonds qui sont en short, éventuellement, qui perdent de l'argent, qui seraient obligés de se racheter, et qui pourraient nous donner une deuxième vague, au moins peut-être aussi forte que la première, hein, qui nous a amené à 64. On rappelle que ce qui s'est passé ici en 2021 avait fait monter l'action à 120 $, mais surtout un gros niveau, on le voit ici sur les 90, et puis des travail à 50 $, notamment, alors qu'elle cotait avant très peu, hein, on le voit, même pas un dollar. Là, elle cotait depuis autour des 10 $. Donc oui, on peut espérer, hein, que le- toute la mise en lumière de l'action et puis Keith Gill et beaucoup de suiveurs, hein, qui vont investir sur l'action, puissent la faire décoller. Alors le but, ce sera évidemment de la vendre assez haut, parce que ça tient rarement longtemps, mais on ne sait jamais où on en est dans ces graphes-là, si on en est qu'au début ou la fin, parce qu'on voit que ça peut monter très haut. Et ce qu'on peut viser, c'est quand même, comme on l'a vu la première fois, un peu une explosion au-dessus des Bollinger. Là, on a ouvert juste dessus, avec des volumes encore qui sont pas terminés. On peut espérer, je crois qu'il y a il y a des résultats sur GameStop mi-juin, et la fin des options aussi sur les actions de KissG sont autour du 12 ou du 15 juin. Donc on a encore au moins une dizaine de jours avant peut-être le début d'un dégonflement, hein, sur la deuxième vague. Donc on peut toujours jouer ça. C'est spéculatif, c'est risqué, mais évidemment il y a des pourcentages, on le voit, énormes, hein, à faire. Là, on n'a rien qu'à 30%, mais on visera peut-être les 50 ou les 80 $, selon la force, hein, des acheteurs. On peut également parler, alors on va parler de BIC, hein, on avait parlé avec les membres notamment. Plutôt intéressant avec le signal d'achat donné ici sur le débordement, hein, des 67,50. Les plus bas de plus en plus haut. On avait fait un petit point aussi sur le fondamental de BIX, plutôt intéressant. Ces niveaux, hein, qu'on vient taper régulièrement et casser, et puis cette dynamique haussière, elle nous encline plutôt à être largement acheteur sur la valeur. Les volumes aussi sont plutôt intéressants, hein, ces derniers jours. Et là, on est en train de lancer de continuer la séquence haussière, hein. On est au-dessus de tout, au-dessus de toutes les moyennes, au-dessus des Bollinger. Alors même si on fait une mèche haute aujourd'hui,
On finit quand même à +1 et puis autour des niveaux qu'on n'arrivait pas à passer dernièrement, hein. On le voit ici, les 69, on est à 69,7. Donc Big, c'est une valeur moyenne qui a peut-être un petit rattrapage à faire pour aller chercher ici ses plus hauts à 78. Ce qui fait quand même 78. Hop, on est là. Près de 13% à aller chercher, hein, sur Big prochainement. Et Worldline, alors Worldline, on est environ à 5% de vente à découvert, hein, sur le titre. Mais elle se comporte plutôt bien. Alors là aussi, on voit des volumes très importants, hein, sur Worldline, notamment la journée de vendredi. Mais hop, on est en train de bien travailler cette zone-là, hein, les 12-12. C'était environ la moitié du gros chandelier ici de cassure qui avait été catastrophique, sur lequel on était revenu plusieurs fois. Et on le voit ici, hein, ça a été bien travaillé. Il y a une première fois ici, juste au-dessus. Une deuxième fois ici, ça avait servi un peu de support, puis de résistance finalement, avec un retour ici le 27 février. Hein. On l'avait frôlé encore ici, on l'avait fait un échec avec la mèche au mois de mai. Et là, on est en train de le retravailler et de le redépasser. Alors même si on a toujours pas mal de VAD, on commence, on le sent sur Worldline, à taper les plus bas et il n'y a pas vraiment de vendeur maintenant sur le titre. Le timing, il n'est pas forcément idéal pour du court terme, mais là aussi sur une perspective un peu plus longue, avec, on le sait, le partenariat avec Crédit Agricole notamment, ça peut repartir ces prochains mois. Alors il faudra plutôt avoir une vision un peu longue sur Worldline, on peut le regarder aussi en hebdomadaire. Comme ça, donc on voit que sur Worldline, hein, c'est plus bas qui ont été tapés ici avec des gros volumes, hein. Regardez les volumes par rapport à ce qui s'est fait avant. Et là, à nouveau, le pic de vendredi notamment, hein, qui fait monter aussi tous les volumes en hebdomadaire. On sent qu'il va y avoir peut-être une reprise sur Worldline. Là aussi, c'est un peu spéculatif parce que le titre il est largement baissier, donc attention aussi. Mais on attaque des niveaux plutôt intéressants sur le titre qui méritent de peut-être se placer dès maintenant. Et puis ouais, je voulais juste finir avec un petit ETF, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est notamment l'ETF sur l'Inde, parce qu'on sait que l'Inde a une croissance beaucoup plus importante, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, hein, ou en Europe et aux États-Unis, on est au ras des pâquerettes autour des 1 ou 2%, on va plutôt être sur les 4, 6, voire les 8. Alors les 8 c'était l'année dernière, mais un petit peu moins peut-être cette année, mais largement supérieur quand même à un ETF Inde, aussi en PEA, c'est pareil. On a bien ouvert aujourd'hui, hein, l'Inde qui revient bien dernièrement avec plus presque 4%. C'est toujours haussier, hein, moyen terme, long terme, donc c'est le genre d'ETF à prendre. Si vous avez beaucoup de liquidités, à investir éventuellement en DCA, et c'est quelque chose qu'on va pas regarder tous les jours ou toutes les semaines, c'est vraiment une visée long terme. On visera plutôt fin 2024 ou début 2025 avant de commencer à se poser la question de retirer cet argent sur l'ETF Inde, qui est plutôt quand même bien orienté et qui a une croissance sans commune mesure avec les autres pays. Donc le problème, c'est qu'on pourrait faire aussi du stock picking sur l'Inde, mais on a assez peu de retours et d'informations. Moi, je suis pas spécialisé sur l'Inde, mais sur le pays au global, et investir avec des ETF, c'est quand même beaucoup plus facile. Même si forcément l'inconvénient c'est qu'on va avoir des marges moins importantes que si on investit sur les bonnes actions indiennes. Mais là ça permet d'avoir un investissement relativement simple et de jouer une partie du globe qui est pas forcément dans notre portefeuille quand on a des actions européennes, américaines ou même chinoises. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je crois qu'il y a quelques valeurs abonnées que j'avais pas faites. Alors Aiko, bah, ils ont fait leur rebond technique ici sur les 3,17. Donc grosse baisse, début de rebond technique, on marque cette zone à 3,17. Donc c'est cette zone-là, hein, qu'il faudra éventuellement revenir casser à la hausse pour être favorable. On a aussi la zone de gap à combler. Donc pour l'instant c'est baissier, il n'y a rien à faire. On évite de se placer là-dessus, mais le jour où on recasse les 317 à la hausse, on peut s'intéresser à la valeur.
Imeris, elle arrive sur objectif, donc éventuellement vendre ou mettre des stops assez serrés, parce que on est à quelques centimes de l'objectif des 37,50. Novo Nordisk, moi je préfère Eli Lilly, notamment pour leur traitement anti-obésité, mais sur Novo Nordisk, ils sont essentiellement sur ce traitement-là, ils ont peu de choses autres par rapport à Eli Lilly qui est sur aussi des traitements contre le cancer, mais en moyen long terme, on est aussi largement favorable hein, sur Novo Nordisk. Il y a un marché énorme. Et alors je sais plus, Scandinaves, ils sont en Norvège, je crois. Donc ils sont plutôt intéressants. Et là, on le voit hein, qu'ils reviennent près de leur résistance à 137. Donc c'est pareil, c'est toujours plutôt favorable hein, sur le titre Novo Nordisk pour toute l'année 2024. Sur Palantir. Palantir, ouais, ils ont signé un beau contrat aussi il n'y a pas longtemps avec la défense US. Là, on revient sur un bon niveau. C'est ça qui est bien sur Palantir. Bah, c'est ce que j'avais fait, le petit dessin ici, le rebond sur les 20-18. Et puis, on espère maintenant repartir. Donc là, elle a fait déjà la première étape. Le retour sur le support à 20-18. On le voit, ça a été bien marqué plusieurs fois. La valeur reste haussière. Les indicateurs aussi sont plutôt bien hein, pour investir maintenant. Donc l'objectif c'est d'investir maintenant et d'aller taper les 29-29. Et à ce moment-là, éventuellement monter des stops ou prendre sur objectif. Mais là, le timing est plutôt pas mal. PDD Holding. C'est pas trop inspiré. Alors plutôt en mode consolidation a priori, hein, avec les plus hauts à 164, on risque un peu de baisser, je pense. On le voit, on a déjà l'inversion de tendance. Donc ce serait plutôt un retour ici vers un support, peut-être les 118, hein, qui ont été bien marqués, puis sur lequel on est finalement on est revenu une fois. Mais il y avait un gap, donc oui, peut-être y revenir une deuxième fois, ce serait bien. En tout cas, maintenant, pour le timing, il est loin d'être bon, donc plutôt éviter hein, de rentrer sur un titre en consolidation comme ça. Prologis, c'est pas mal, parce que on fait cette belle figure là, et puis on voit qu'on rebondit sur des niveaux clés, qu'on n'est pas allé sur le support, on a rebondi avant, hein, sur ce travail ici au niveau des 100, 104, et qu'on casse l'oblique de correction court terme ici. Il faudra évidemment repasser au-dessus des 113, mais tout ce travail-là est plutôt intéressant. Les volumes aussi de vendredi ont été très importants sur Prologis, donc oui, plutôt intéressant. Toujours avec le support ici autour des 100, hein. Si on revient sur les 100, qu'on les casse, il faut oublier, mais maintenant tout le travail qui peut être fait ici, comme ça, c'est pas grave. Et puis si on casse les 100, 113, ce sera un signal assez positif pour aller vers les 130, 133. Maintenant, si on travaille ici et puis qu'on se rapproche des 100 qu'on casse, il faut oublier. Donc c'est le ratio gain-risque qui est quand même plutôt positif, hein, parce que on peut perdre environ 6%, mais on peut gagner 23%. Et le reste, on l'avait déjà fait, on en reparlera hein, quand il y aura des niveaux clés qui seront touchés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous suivez, puis on en parlera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!